Nous sommes au lendemain de Noël, donc mardi 26 décembre 2023. Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. D'un des juges Favara, bonjour. Bonjour, Président Kabore. Bonjour, juge Boumba. Bonjour. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kabore, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Pour cette deuxième audience, le tribunal de l'actualité a retenu 3 sujets pour vous. En première partie d'émission, il sera question de la décision du rappel aux commerçants par le gouvernement burkinabé d'intégrer obligatoirement les casques lors de la vente des motos. En seconde partie d'émission, il sera question de la déclaration des évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger sur la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Et en dernière partie d'émission, il sera question du Niger qui a décidé de la suspension de toute forme de coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie. Voici annoncé le menu de cette deuxième audience du tribunal de l'actualité que je déclare ouverte avec l'étape des avant-propos. Juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal de l'actualité? Merci, Président. C'est d'abord souhaiter joyeux Noël à toute la communauté chrétienne, notamment catholique, pour la fête de Noël qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. Et donc, parce que toute la famille chrétienne a Jésus-Christ comme référentiel. Même si sur le plan de la célébration de la fête de Noël, il y a des entités à l'intérieur de la chrétienté qui ne parlent pas le même langage, qui estiment que c'est une fête païenne ou d'origine païenne, donc qui n'en font pas une célébration en tant que telle. Mais c'est beaucoup plus la Pâque, qui est une fête commune, qui rappelle la résurrection. Donc, joyeux Noël encore à tout le monde. C'est surtout la fête aussi des enfants. Bonne fête aux enfants. Mon deuxième avant-propos, très rapidement, c'est le port du casque. J'ai l'impression que le Burkinabé voit dans le port du casque une sanction. Bon, c'est vrai que c'est le sujet en relais, mais c'est cet aspect qui fait que ça ne facilite pas les choses, alors que non, ce n'est pas le cas. C'est très important de se protéger parce que ça participe aussi d'une discipline, ça participe également de la protection de l'individu. Mais si on voit dans le port du casque comme une sanction, c'est compliqué. Donc je tenais à le dire avant de continuer dans le sujet, ce que j'avais comme avant-propos. Juge Favara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience? Oui, merci Président. C'est un communiqué de la police municipale qui nous fait comprendre que 2 tonnes de produits qui ont été saisis et incinérés. Il s'agit de produits propres à la consommation, donc vente de poulet essentiellement. On est en période de fête et c'est la période où en tout cas ils nous sont proposés de surgeler dans les différents quartiers que nous avons. Et pour l'information qui est donnée, c'est que c'était quand même 2 tonnes, et ça a été saisi, je pense, qui souligne que le réseau s'étendait plutôt dans la zone d'activité diverses, c'est-à-dire dans la ZAD et au grand marché de Ouagadougou. Et donc c'est cette filière-là qui a été désorganisée. On sait qu'il y en a plusieurs parce qu'on est, nous en tant que journalistes, à chaque fois interpellés et appelés à couvrir quelquefois des actions d'incinération ou même des saisies de ces produits qui ne devraient pas être sur notre marché, mais il y a toujours ces commerçants véreux qui ont envie de faire beaucoup plus de chiffres et qui envoient ces produits-là, sachant que c'est bien dangereux pour nos populations. Et c'est pour ça, dans le communiqué, il y a cette invite-là à chacun de faire vraiment attention, surtout en cette période de forte consommation. Et je sais, quand on parle des volailles, c'est ce qui est le plus payé et tout. Il faut vraiment faire attention. Et ce qui est intéressant pour la saisie des 2 tonnes, il y a eu d'abord une dénonciation, c'est un citoyen. Donc, nous sommes tous interpellés lorsqu'il y a des éléments de ce genre que nous voyons dans nos quartiers ou bien que cela de ce qu'on regarde, ça nous suggère que ce soit des éléments qui notamment ne sont pas bons et qui sont impropres. Il faut
il faut donc saisir les autorités. En cela, je vais rappeler aussi le numéro qui est toujours donné, c'est 80 00 11 03. 80 00 11 03. On ne doit pas cesser de le dire, et surtout en cette période de fête, il faut faire beaucoup attention. Merci, monsieur les juges, pour ces avant-propos. Pour compter de janvier 2024, fini la vente des motos sans le casque. Eh bien, le gouvernement l'a annoncé à travers un communiqué. Il rend désormais obligatoire d'intégrer les casques dans la vente des motos. Juge Bernard Bougma, vous le disiez tout à l'heure, pourquoi avez-vous cette impression que le casque est aujourd'hui considéré comme si c'était une punition par certains citoyens? Oui, mais c'est la seule explication, parce que quand vous regardez les Burkinabés, vous le suivez dans ce qu'il dit, vous avez l'impression que c'est une sanction qu'on lui impose, donc, et sanction d'ailleurs qu'il juge injuste. Donc pour cela, il s'oppose par tous les moyens et il dit qu'il n'est pas d'accord. Et sur cette affaire, vous regardez même les communicants, certains communicants du pouvoir ne sont pas d'accord. Il y en a même qui ont demandé à l'émission de Watt FM à Morée, vous savez que les mercredis et les vendredis, je passe là-bas à 14h. Il y a une dame qui a demandé est-ce qu'on ne peut même pas faire un référendum pour voir si les Burkinabés sont d'accord ou pas. Elle a posé la question est-ce qu'on ne pourrait pas faire un sondage pour voir si c'est le oui qui va l'emporter ou c'est le non qui va l'emporter. Si c'est le oui qui l'emporte, voilà. Mais sur le port du casque. Sur le port du casque. Parce que les gens dans leur majorité ne veulent pas. J'ai dit, bon, quand vous dites les gens dans leur majorité, vous avez, quels sont vos indices? Il dit que moi je n'écoute pas les gens. Bon, voilà. Bref, ça peut dire que les Burkinabés ne sont vraiment pas prêts pour le port du casque. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. La commune de Ouagadougou avait pris cette mesure sous le leadership de Simon Compaoré quand il était maire de Ouagadougou. Mais l'on se rappelle les manifestations violentes qui s'en sont suivies. Même sur les boulevards, les plantes qui avaient été plantées pour l'embellissement de la ville ont été arrachées pour la circonstance. Les gens se sont opposés par des manifestations violentes. Ce qui avait été dit en son temps, c'est qu'effectivement, le casque, c'est un deal entre Simon Compaoré, maire de la ville de Ouagadougou, et Madame Chantal Compaoré, l'épouse du chef de l'État, qui avait en complicité avec une entreprise burkinabé spécialisée dans la vente de motos. Donc je ne vais pas citer le nom pour les raisons de pub pour que David Nana et son équipe ne m'étendent pas une facture après. Que c'est en complicité avec cette entreprise d'ailleurs que des conteneurs de casques ont été commandés et ça est en bateau pour être livré au Burkina. Donc il fallait prendre une mesure légale pour l'imposer et donc ils vont faire leur business sur le dos des Burkinabés sous prétexte que c'est pour la promotion du casque. J'en ai ri. Je dis wow. Bon, entre faire le deal de la vente des motos et la vente des casques, qu'est-ce qui est plus rentable? Donc, bon. Et puis, je vous dis, c'était des manifestations violentes, on l'a suivi à Ouagadougou. Ils ont dit par tous les moyens, ils ne veulent pas. Et on a laissé tomber. Il y a combien qui traînent des traumatismes crâniens? Dans les débats en son temps, c'était houleux. La question que j'ai personnellement posée à un ami qui a évoqué les mêmes arguments, je lui ai dit, mais monsieur, si vous ne voulez pas porter le casque, trouvez d'autres arguments, mais quand vous regardez ceux qui ont pris la décision, du maire de Ouagadougou jusqu'à ses conseillers municipaux, en passant par Madame Chantal Compaoré, ces gens-là, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de porter le casque pour se sécuriser? Puis ils sont tous véhiculés. À 4 ou quoi? Même leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc en attendant, c'est un moyen de protection. Il dit non, oui, que lui il est d'accord que c'est un moyen de protection, mais comme c'est un business, lui il s'oppose. Il dit ok, d'accord. Bon, le projet on n'a finalement pas appliqué. Mais ce qui est curieux, quand les mêmes traversent la frontière, arriver à Lomé, ils portent le casque. Arriver en Côte d'Ivoire, ils portent le casque. Arriver au Bénin, ils portent le casque. En taxi moto, bien sûr. Les Togolais d'ailleurs disent que les Burkinabés, quand ils viennent, puisque ceux qui ont l'habitude de traverser la frontière, à la frontière, ils ont des amis là-bas. Ils payent le casque, ils déposent. Quand il veut traverser, il prend, il porte. Il fait ses achats à Lomé, de retour encore à la frontière, il dépose le casque chez un de ses amis, puis il enlève et puis il rentre au Burkina sans casque. Ils assistent à ça à la frontière. On a appris à tricher avec cela. Maintenant, la question fondamentale, c'est pourquoi d'ailleurs ils ne veulent pas. Sincèrement.
Et parce que, j'ai dit, ils ont pris ça comme une sanction, parce que quand vous causez avec eux, ils disent, oui, quand on nous fait la force, pourquoi on m'imposer? Donc, ils voient une imposition. Ils ne voient pas une invite à se protéger. Ils ne voient pas une invite à porter ça. Non, ils voient ça comme une sanction. Et alors que quand il va ailleurs, je dis bien, ce qui est curieux, il porte le casque et puis là en ce moment il n'étouffe pas, il n'a pas de problème respiratoire. Mais si c'est au Burkina, il étouffe, il a des problèmes respiratoires, il ne peut plus se retourner parce qu'avec le casque il ne peut pas se retourner pour regarder, parce que souvent les motos n'ont pas de rétroviseur. Oui, mais c'est eux aussi qui démontent. Quand monsieur ou madame prend la moto, dès qu'il arrive à la maison, la première chose à faire c'est démonter les rétroviseurs déposés. Donc si vous laissez les rétroviseurs, ça fait villageois. Il démonte les rétroviseurs, il dépose. Maintenant il tourne la tête pour regarder. Ce qui n'est pas vrai. Même quand vous portez le casque, vous voulez vous retourner pour vous retourner. Il y a des dimensions adaptées pour tout un chacun. Oui, il y a des dimensions. Oui, et puis il y a des dimensions adaptées pour chacun. Puisqu'il y a des numéros. Il y en a pour enfants, quelle que soit la taille de votre tête. C'est comme les chaussures. Vous en trouverez une pointure qui vous convient. Le casque, c'est pareil. Les habits, c'est pareil. Quelle que soit la taille de votre tête, qu'elle soit petite ou grosse, vous pouvez trouver une pointure de casque qui convient à votre tête. Maintenant, sincèrement, il y a un travail peut-être sociologique, anthropologique à faire pour savoir pourquoi le Burkinabé ne veut pas porter le casque, sincèrement. Parce que dans leur grande majorité, ils ne veulent pas. Il y en a qui ont même payé la moto avec le casque, parce qu'il y a des concessionnaires qui vendent la moto et le casque. Il prend le casque, il ne porte même pas. Il arrive à la maison, il dépose. Ou il donne à quelqu'un, il dépose. Il n'utilise même pas. Alors qu'il a même payé. Le concessionnaire a vendu la moto avec un casque. Il a pris le casque, il est arrivé à la maison, il a rangé. Il ne porte pas. C'est pas qu'il n'en a pas. Il y a plein qui ont des casques, hein, mais ils n'en portent pas. Le jour où il a pris la moto, il n'a pas porté. Il s'est débrouillé, arrivé à la maison avec, il a déposé. C'est un peu aussi comme le port du cache-nez. Certains n'en voulaient pas. Que ça étouffe, c'est ceci, c'est cela. Donc, sincèrement, il y a une question fondamentale à se poser. C'est comme également la ceinture de sécurité dans les véhicules. Ils ne veulent pas en porter. Il y en a qui n'en portent pas. Donc, maintenant, je dis bien, il y a à approfondir. Pourquoi toute cette réticence qui appelle parfois même à des manifestations violentes? Mais regardez la violence verbale sur les réseaux sociaux. Les vidéos qui sont faites, les vocaux qui sont faits. Vous suivez, j'ai dit même certains communicants de pouvoir qui disent que le casque, il faut le laisser tomber, qu'il ne faut même pas en parler avant 10 ans. Est-ce que ce n'est pas un problème de sensibilisation? Non. Je sais. Est-ce que c'est un problème de sensibilisation? Je ne sais pas. Personnellement, j'ai dit, il y a, sur le plan sociologique, il faut s'interroger très profondément. Parce que, quelle sensibilisation? Mais des gens qui ont été victimes d'accidents. Une sensibilisation avec les chiffres justement en traumato au niveau des centres hospitaliers, ça pourrait faire comprendre beaucoup de choses aux usagers de la route. Non. C'est comme quand même le feu tricolore. Oui, je ne suis pas d'accord avec vous. Le feu tricolore, qui est d'abord le premier symbole de la loi, de la réglementation, c'est ça. Il ne respecte pas. Il ne respecte pas. Il arrive au feu tricolore, il traverse. Le VDS est là, il traverse. Parfois, la police est là même avec une arme, mais il traverse. Celui qui a renversé le policier qui est décédé, à son âme, mais c'est un feu qu'il n'a pas respecté. Le feu tricolore même, il n'a pas respecté ça. Il a un problème. En fait, c'est comme si pour respecter la loi, il faut forcément le contraindre. Je ne sais pas. Sinon, même le feu tricolore, c'est quelle sensibilisation on n'a pas fait sur le feu tricolore? Les associations qui sont dans la lutte, dans la promotion du respect de la sécurité routière affichent les panneaux. Souvent, vous avez un panneau géant avec le nombre des cas d'accidents par an, le nombre de décès, et parfois avec des véhicules froissés, avec des engins endommagés, et parfois même avec certains qui présentent des traumatismes et qui ont accepté qu'on prenne leur image pour coller à la sensibilisation. Le Burkinabé fait ça en circulation, mais il ne respecte pas le feu tricolore. Je ne parle pas de casque, ni de ceinture. Feu tricolore, c'est pas tard dans la nuit, c'est à 10 heures. La circulation est dense, mais quand il arrive, il regarde très bien, est-ce qu'il n'y a pas un policier caché quelque part? S'il n'y en a pas, il est parti. Donc, ça c'est des faits. En dehors même du port du casque, il ne veut pas. Ce n'est pas une question de sensibilisation. Qui à Ouagadougou ne sait pas que le feu tricolore doit être respecté? Personne. Alors que pour mesurer le niveau de discipline et de respect de la loi dans une cité, si vous êtes étranger, ne vous fatiguez pas. Arrêtez-vous au feu tricolore. Et regardez comment les gens se comportent. C'est suffisant pour savoir si vous avez avec des gens tolérants
et discipliné. C'est suffisant. Vous arrêtez vous regardez seulement. Vous n'avez pas besoin d'unité de mesure. Donc je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est ancré. Et ça a même touché même jusqu'au plan religieux. Sous coronavirus, les gens sont allés dire d'ouvrir les églises, d'ouvrir les mosquées, que c'est faux. Coronavirus, c'est une arnaque, c'est faux. Ça n'existe pas, non, c'est pas la peine d'ouvrir les mosquées, les églises, ils vont rentrer prier. Mais quand il voulait prendre son vol pour aller à la Mecque, ou aller à Jérusalem en pèlerinage, il s'est vacciné. Le même là. Il s'est vacciné pour y aller. S'il ne bouge pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. C'est comme s'il faut contraindre pour qu'il respecte. Je ne sais vraiment. Est-ce que réellement on a besoin de nous arrêter au stade maintenant de la sensibilisation? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà? Je pense que c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Mais ça doit être certainement l'ultime virage. Ça va être l'ultime virage. Est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher? Je ne sais pas. D'accord. Alors, juge Geoffroy Baha, le juge Bernard Boukma procède à des questionnements. Il s'interroge. Pourquoi le Burkinabé est réfractaire au port du casque? Est-ce que cela pourrait être lié peut-être au fait que pour lui, le port du casque s'apparente à une sanction? Bon, dans ce cas de figure, pourquoi est-ce que ceux qui ont inventé la moto même ont mis le casque à côté? Je pense qu'il y a des éléments sur lesquels il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes et qu'on soit rigoureux avec nous-mêmes. Quand on est prompt à appeler chaque matin aux émissions d'expression directe et dire que tel ne respecte pas les textes, ceux-là c'est les champions dans le contournement des textes, ceux-là ils ne sont pas regardants sur ce qu'on s'est accordé et qui régissent notre vie, mais qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? Des petites choses de la vie auxquelles, bon, on ne prête pas assez de respect et pour lesquelles on pense que tout peut être passé par perte et profit. Je pense que celui qui est rigoureux avec lui-même dans ce qui est peu, l'est aussi dans ce qui est beaucoup. Je pense que c'est aussi simple que ça. Quand on prend la question du port du casque, je crois que ce que vient rappeler ici la dernière note qui est sortie, c'est un élément qui existe depuis longtemps. Quand Bernard le rappelait, je pense que c'est quand même 1er septembre, si ma mémoire est bonne, 2005, que la question du port du casque est revenue sur la table. Enfin, pour ce qui est des derniers événements, qui est revenu de façon plus forte, où ils ont dit qu'il y aurait un contrôle à partir, je pense, en gros, le mois d'août, ils avaient rappelé les contraventions, 3 000 francs pour celui qui ne porterait pas le casque et tout. Rien que le mois de juillet, avant, ils étaient à plus de 178 cas de traumatisme carnien, c'est-à-dire après des accidents. Et selon les statistiques, lorsqu'ils les donnaient en son temps, je vais les retrouver ici. Je sais que ça a vraiment évolué parce que tout à l'heure vous disiez, est-ce que c'est parce qu'on ne communique pas assez sur les statistiques? Parce qu'il faudrait encore à la sensibilisation. On est encore en 2005-2006. Ils disent que pour le port du casque homologué est une nécessité vitale car dans notre pays, parlant du Burkina, il regorge d'environ 76% d'engins à 2 roues qui sont impliqués dans 78% des accidents, dont 74% de traumatisme carnien. Déjà en 2005. On est déjà en 2005-2006. Donc, c'est la raison pour laquelle on demande que le port du casque soit obligatoire. Est-ce qu'il y a 46 façons de pouvoir convaincre quelqu'un là-dessus? Si ce n'est que de lui dire que c'est d'abord bien pour toi. Et puis, sur la question de la vente des motos, des engins donc avec le casque. Il y avait déjà une loi, c'est le décret numéro 2005-231 portant obligation d'intégrer le casque aux équipements d'accompagnement des véhicules motorisés à 2 roues lors de la vente. Et en son article 1, il est fait obligation à tout commerçant, vendeur de cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes d'intégrer le casque de protection agréé par l'administration aux équipements d'accompagnement de ces véhicules lors de l'opération de vente. Et voilà ce que encourait le commerçant qui s'amusait à ne pas respecter cela. Il est écrit conformément en tout cas à la loi numéro 1594 ADP du 5 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, notamment une amende de 1 million à 25 millions de francs CFA, d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive, l'amende ci-dessus visée peut être portée au double pour le commerçant qui ne respecterait pas cette loi. C'est depuis, moi je cite des lois, c'est depuis 2005-2006, on y est. Le cadre juridique y est. Voilà. Maintenant c'est un rappel. Ça veut dire quoi? Je pense que peut-être que les autorités ont décidé d'être fermes et commencent par le début.
On ne demande pas à quelqu'un pourquoi tu ne portes pas le casque alors qu'on n'est pas ferme sur celui qui va acheter et être sûr qu'on lui donne un casque et on lui vend un casque au départ. Je pense que ils ont décidé de faire les choses comme il faut. Demandez déjà aux commerçants, leur rappeler que vous avez l'obligation de vendre toutes les motos avec des casques. Et il est dit dans le rappel qui nous a été fait récemment, la marque du casque doit figurer sur le reçu. Et même à l'immatriculation, ce reçu-là sera demandé, donc pour savoir si vous avez un casque avec la moto. Et puis n'oublions pas, comme le disent les Burkinabés même, il y a casque dans casque. C'est pour ça qu'il est demandé de mettre la marque du casque. Parce qu'il ne s'agit pas de donner des calebasses aux gens et puis dire qu'ils ont des casques. Et puis, au premier accident, le traumatisme crânien au rendez-vous parce que le casque n'est pas homologué. Je crois qu'il y a peut-être cette démarche-là que moi je trouve très intéressante déjà. C'est de commencer par le début, obliger à ce que les ventes se fassent avec des casques. Maintenant, après, on viendra sur ceux qui ne les portent pas. Maintenant, la question de fond que vous posez, pourquoi est-ce que le Burkinabé n'aime pas le casque? Moi, j'en vois qui portent le casque en circulation, qui en font une obligation. Maintenant, je suis père d'un enfant à qui j'offre une moto parce que je sais que la distance peut-être est longue et puis il a peut-être l'âge d'une autonomie de déplacement, ça sera plus intéressant pour lui. Je ne sais pas quel amour je lui porte. Si je ne suis pas rigoureux avec lui pour lui dire de ne pas porter un casque, ou bien qu'il me dise que non, lui n'est pas habitué, il y a juste la poussière, ça le fatigue, et puis je lui autorise non de partir sans casque, c'est quel type d'amour? Comme me répondre. Et après on ira planifier aux urgences parce que l'enfant a le crâne ouvert. Est-ce qu'on est conséquent avec soi-même? J'ai parlé du nombre d'accidents tout à l'heure. À la vérité, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand vous allez dans ces urgences et autres, il y a une bonne partie qui est prise en compte par l'État lui-même. Et sinon, même les plateaux techniques, ils sont tellement sollicités que ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça participe de leur, comment on appelle ça, de leur amortissement. Donc, d'une façon ou d'une autre, on perd de l'argent en continuant d'avoir des comportements aussi peu rigoureux. C'est ce que les gens ne comprennent pas derrière. Ce n'est pas une question de confort. De dire que non, on est à l'aise sans casque, que pourquoi est-ce que l'État veut intervenir dedans? Celui qui ne porte pas son casque, en tout cas, il va assumer. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Les plateaux techniques sur lesquels il parle, lorsqu'il est en traumatisme, ces plateaux techniques-là seront de moins en moins usités. On pourra les garder pour d'autres cas qui sont plus responsables, où on sait que ce n'est pas son choix, c'est une maladie ou c'est quoi d'autre. Mais quand c'est les conséquences des gens, et qu'à chaque fois, on est obligé de faire des files là-bas parce qu'on n'arrive pas à traiter, ça c'est grave. Pour l'irresponsabilité des uns, ceux qui souffrent peut-être de maladies, on est obligé de les reprogrammer parce que ceux qui viennent sont en urgence. Peut-être que c'est cette dimension-là peut-être que les gens n'ont pas. C'est cette dimension-là que les gens ne comprennent pas. C'est une question de réorganisation d'utilité publique, des éléments que nous avons et comment est-ce qu'on se comporte pour éviter un certain nombre d'éléments. Je crois que si ça on le comprend, ça devrait être plus facile. Oui. La sensibilisation, c'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé. On a toujours vu avec le Nasser, on a vu avec beaucoup, même des jeunes qui il n'y a pas longtemps exposaient des casques à plusieurs carrefours, qui nous arrêtaient, disaient aux gens apportez le casque, faites ceci, faites cela, qui aux parents disaient bon, est-ce que les enfants à la maison c'est comme si prenaient un casque pour lui, ça là c'est très beau, c'est ceci. Tout ça là ils ont vu. Tout ça là ils ont vu. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? C'est vrai, dans les années 78-80, le Burkinabé a montré son caractère récessif encore au casque. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? Et puis, avec les maigres moyens que nous avons, les quelques plateaux techniques qui ne tiennent pas, continuer d'avoir un bon pourcentage de personnes qui préfèrent vivre comme ça et puis aller remplir nos urgences là avec un rang à n'en pas fini. C'est la question que moi je me pose aujourd'hui. Est-ce qu'on doit continuer de vivre inconséquemment comme ça? Je dis non. Si, comme vous le dites, il y a le cadre juridique qui a frété, il y a la sensibilisation où on a procédé, il y a même eu des périodes, en 2005, le juge Bougma tout à l'heure citait l'ancien maire de la capitale, Simon Compaoré, qui a essayé même de réprimer. Rien n'est passé. Quelle est la solution finalement? Mais c'est si simple. C'est la question de la fermeté des autorités, c'est la fermeté de ceux qui nous gèrent. Pour employer les propos, pour ne pas le trahir, quelqu'un qui était sur mon plateau du JDS ici, CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, vice-président Sanou. Boubacar Sanou.
sur certaines questions, on lui a demandé, mais il dit non, il faut reconnaître ici le courage de l'autorité, parce que nous, c'est vrai qu'on est quelquefois dans certains calculs, et il faut reconnaître quelquefois certains courage. C'est ça aussi, c'est ce à quoi doivent servir des transitions, c'est ce que moi je pense. Quand on attend certaines choses des transitions, c'est ça. C'est être à équidistance de certains intérêts électoralistes qui les mettent dans un confort pour dire et rappeler à tout le monde, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Ils ne regardent pas la prochaine élection. Donc, ils ne regardent pas votre visage. C'est d'un commun accord qu'on a décidé que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et puis d'ailleurs, c'est pour notre bien. Donc, on ne va pas regarder vos chichis, parce qu'aux prochaines élections, je risque peut-être de vous froisser. Ça va rester en travers de votre gauche. Et puis, pour une petite question, comme ça, comme dirait le politique, pour une petite question comme ça, moi, je vais perdre quelques voix. Aujourd'hui, on est en transition, il n'y a pas besoin de ça. On ne va pas s'accommoder de ces inconforts-là. C'est même pas un inconfort. Donc, pour moi, c'est la période la plus indiquée sur ces questions-là, qui sont tautologiques, qui sont des questions triviales. Et c'est ce que je pense. On va finir avec vous sur le sujet. Finalement, il y a le cadre juridique qui existe depuis 2005. Jusqu'ici, ce n'est pas une réalité au sein de la circulation dans nos villes. Est-ce que c'est parce que nos autorités manquent de fermeté? Oui, en partie, oui. Et je pense d'ailleurs que c'est ça. Il y a un problème de fermeté. Vous avez pourtant parlé de la tentative avec l'ancien bourgmestre Simon Compaoré, qui n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué parce que la vérité, c'est que vous savez que ce genre de décision, il y a un contenu politique derrière. Sommes-nous effectivement dans les calculs électoralistes? Exactement, tout à fait. Il y a des calculs à prendre en compte. Et maintenant, parce que quand c'est le politique qui l'a pris, dans le combat d'arrière-garde, vous allez voir que ceux qui s'étaient affichés contre ont des appartenances politiques. Certains étaient des leaders politiques également, soit dans leur secteur, dans leur quartier, ou je ne sais pas moi. Donc il y a tout ça là-dedans. Mais la vérité aussi, c'est que, à un moment donné, Blaise Compaoré pensait plus à arrondir les angles que d'assumer de la fermeté sur certaines choses. Ça n'a pas facilité aussi la tâche au maire Simon Compaoré. Sur la question du casque dépasse le seul fait d'un maire d'une ville. Parce que vous avez le ministère de la Santé, vous avez celui qui s'occupe des transports et plusieurs autres chaînes qui sont à l'intérieur, qui sont là-dedans. Mais on a vu un aspect mercantile, un aspect commerce. Et accuser le maire, à tort ou à raison, d'avoir commandé des cargaisons, des casques. Et ils disent que ça est déjà en bataille, c'est des conteneurs de casques qui sont en train d'être arrivés pour être vendus. Donc, ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui veut faire un business. Donc, ils se sont opposés aux casques depuis des années. Pour que 2005, ça puisse régler leur problème, ils ont inventé une histoire de quelqu'un qui veut faire de l'argent sur leur dos en vendant des casques. Cette année, il y a un des communicants, il a fait une vidéo, il dit non, que compte tenu du fait qu'il y a les attaques terroristes, tout ce qui peut envoyer casque, il faut arrêter. Parce que les gens peuvent venir porter les casques, venir faire des trucs et puis répéter. Vous n'êtes pas auteur de la publication, mais quel est le rapport? Il n'y a pas de lien. Non, arrêtez. Les gens cherchent toujours des arguments pour ne pas porter les casques. Mais sur le dispositif légal, il y a bien d'autres aspects. C'est vrai que j'y vais rappeler la contravention, ça fait 3 000. Mais il y a bien même d'autres aspects qui ne sont pas signalés. Vous savez que normalement, les motos doivent faire une visite technique. L'assurance moto. Donc, au Burkina, l'assurance moto n'est pas obligatoire. Bon, je ne parle même pas de la visite technique. Si nous pouvons aller avec une moto au CCV, excusez-moi pour la pub, pour faire la visite technique de la moto. Il y a un plateau qui est là. L'assurance moto aussi n'est pas obligatoire. Conséquence, quand il y a des accidents, c'est à l'amiable, c'est compliqué. Après, c'est beaucoup d'argent que vous devez débourser pour, comment on appelle ça, soit pour changer de moto ou pour la réparation, puisque ce n'est pas assuré. Mais c'est exigé pour les 4 roues. Mais l'assurance n'est pas exigée pour les choses, les motos. Mais vous prenez plusieurs pays côtiers qui, en termes de 2 roues, ne voient même pas la poussière du Burkina en termes de nombre d'engins à 2 roues. Mais la loi est appliquée dans toute sa rigueur. Vous arrivez, j'ai cité plusieurs pays, 3, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, l'assurance moto est obligatoire. Vous n'êtes même pas fou pour rouler sans assurance. Le casque est obligatoire. Et ensuite, en dehors de la vignette, de la carte grise et tout, il y a le permis.
de conduire la moto. À partir de 80 cc, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas rouler. C'est pourquoi certains, à un moment donné, vous regardez les pays côtiers, les motos là c'est 50 cc. Pour éviter d'atteindre 80, puisque là-bas le permis en sommet devient obligatoire quand ça atteint ce gabarit-là. Aujourd'hui, vous avez des motos au Burkina de 120 cc, 135 cc et plus. On ne vous demande pas de permis, on ne vous demande pas l'assurance, on ne vous demande pas le port du casque. Ce qu'on vous demande, c'est la carte grise. Et puis c'est tout. Mais même là, c'est compliqué. Donc, sincèrement, il y a un travail de fond à faire. Alors que, regardez le nombre des accidents, les traumatismes, comme on le dit. Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Est-ce que ça ne nous interpelle pas véritablement? Donc, je pense qu'on est arrivé à une situation où c'est la fermeté de l'État. Mais j'ai dit, c'est une ultime chance. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Je ne sais pas. Mais il y a une question fondamentale que je me pose toujours. Pourquoi les Burkinabés ne veulent pas porter le casque? Mais regardez, ces derniers temps, il y en a qui ont commencé à porter. Depuis que la note est sortie, regardez dans votre entourage, vous allez voir des gens qui ne portaient pas le casque mais qui ont commencé à porter. Donc, les gens ont commencé à comprendre que, comme ça devient obligatoire, puisque ça fait 3000. Si vous n'avez pas porté, au feu, surtout si vous avez grillé le feu, ça fait 2 contraventions. Mais aujourd'hui, regardez même la police comme elle applique. Vous ne respectez pas le feu tricolore. On vous prend pour non-respect du feu tricolore. Il n'a pas porté de casque. C'est 2 infractions. Mais on ne parle même pas de non-port de casque. Je ne comprends pas. Alors que la loi existe. Bon, monsieur, vous n'avez pas respecté le feu tricolore. Vous n'avez pas porté votre casque. Ça fait 2 infractions. C'est beaucoup d'argent pour notre trésor public. Ce qu'il appelle encore le manque de fermeté. Oui, manque de fermeté. Mais on ne verbalise que le non-respect du feu tricolore. Il est arrêté sans casque. Ou bien elle est arrêtée sans casque. On ne parle même pas de ça. Alors que le montant de la contravention existe. Pourquoi est-ce qu'on ne l'applique pas? C'est aussi simple que ça. Donc, on n'a pas besoin de poursuivre même les gens. Le jour qui n'a pas respecté, ça fait 2 contraventions. Il paye 2 contraventions. Il va commencer à diminuer. Mais on n'applique même pas ça. C'est basique. Parce que je ne comprends pas un agent de police qui vous arrête pour non-respect du feu tricolore. Vous n'avez pas porté votre casque. Il ne parle même pas de ça. C'est le non-respect du feu tricolore. Comme si notre loi n'est pas faite pour être appliquée. C'est la non-application aussi le problème. Et ça n'est rien comprendre. C'est comme les automobilistes aussi sans la ceinture de sécurité. Ce qui l'intéresse, c'est le non-respect du feu tricolore. Ce n'est pas le non-port de ceinture de sécurité. Pourquoi? Alors que la loi existe. Pourquoi est-ce que cette contravention est appliquée, cette infraction est appliquée, l'autre infraction n'est pas appliquée, alors que ça existe sur le plan légal? On n'a pas besoin de courir pour ces choses-là. Donc, sincèrement, je pense qu'on arrive à une étape où c'est la fermeté qui va passer. Maintenant, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Parce que ça, apparemment, c'est un bras de fer qui est engagé. Et on croise les doigts vivement que ça passe pour la sécurité des usagers de la route. Et nous passons au deuxième sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité. C'est un document qui divise au sein de l'opinion et beaucoup plus au sein de l'Église catholique. D'ailleurs, sur la question, les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger se sont prononcés sur le document intitulé « La confiance suppliante » qui donne la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Juge Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui fait tant diviser à travers ce document au sein de l'opinion? Oui, ben, ce qui pose problème, c'est bien la matière sur laquelle l'avis a été donné par le pape lui-même. C'est la question de l'union de personnes de même sexe. L'union de personnes de même sexe qui n'est pas seulement vue à travers le prisme religieux, mais qui est vue aussi à travers le prisme culturel et selon les lois de certains pays. Donc, il y a, pour moi, plusieurs dimensions dans lesquelles il faut regarder. Donc, quand vous voyez dans certains milieux où il y a un combat LGBT+, qui est fait, vous allez comprendre que beaucoup vont saluer. Maintenant, pour certaines autres sphères où les questions culturelles ou bien les lois du pays ont un autre regard sur la question, c'est normal qu'il y ait évidemment un véritable débat là-dessus. Étant entendu aussi que même si celui purement religieux en termes de prescription et de paroles dites dans les Écritures, il y a problème. Quand on prend par exemple le cas du Malawi, je pense qu'il y a en gros, 16 ou 12 évêques sur 19
qui ont dit clairement que eux, ils ne vont pas s'aligner sur ce qui est sorti futile de la papauté, parce que pour eux, voilà, ce n'est pas possible pour d'unir, de bénir ce type d'union. Quand vous prenez le cas du Kenya, ils l'ont dit aussi clairement, c'est en contradiction avec la culture du pays. Voilà un prisme qui est mis en avant. Vous prenez le cas du Nigeria, ils ont dit quoi? C'est d'abord en contradiction avec la parole de Dieu elle-même. Donc vient la question de l'interprétation des textes. Ils disent c'est en contradiction avec les lois du pays. Le prisme dont je parlais, qu'est-ce que nos lois acceptent? Et c'est en contradiction avec la culture du pays, nos valeurs. Donc voilà des dimensions dans lesquelles et à travers lesquelles ceux qui sont dans l'aspect directionnel de l'Église auront forcément à regarder avant de s'aligner ou bien de se désolidariser. Et ça devient un problème de fond. Et ça demande à ce que, pour ce qui est de l'Église du continent, qu'il y ait ce débat qui soit mené et que les uns et les autres se positionnent. Bon, on a vu Burkina, Niger dire que, bon, on prend le temps de... mais rester calme. Voilà, mais rester calme, on prend le temps et tout. Maintenant, quel est le sens de ce qui est dit? Parce que, pour beaucoup, permettre de bénir une union, c'est dire que vous êtes d'accord pour cette union-là. Et quand vous regardez le déroulé qui est fait, ils nous disent encore que même pour celui qui par le péché est dans une dynamique assez sombre dans son relationnel avec le divin, il faut lui donner toujours les possibilités de pouvoir revenir. Mais est-ce que c'est ainsi qu'on lui donne les possibilités? Étant entendu que pour certains, dans ce qu'ils prêchent même à l'église, c'est en contradiction avec ce qui est écrit. On ne va pas rappeler les paroles de l'Ancien Testament, où l'idolâtrie est mise au même pied d'égalité que certaines pratiques, ni homme qui couche avec des hommes, c'est écrit dedans. Donc ça, c'est des éléments écrits sur lesquels les uns et les autres viennent. Si c'est proscrit, comment est-ce qu'on bénit? Et ça heurte beaucoup de valeurs, notamment africaines, et beaucoup de perceptions culturelles africaines. C'est vrai que sur le plateau aussi, la dernière fois, on a fait un débat qui a beaucoup tourné, parce que certains disent, mais même l'homosexualité, c'est pas forcément quelque chose qui a été importé ou quoi que ce soit. Avec David Gakonzi. Oui. Dans toutes les sociétés, il y a eu des actes, mais qui sont perçus par la masse comme des dérives. Le problème n'est pas est-ce que ça a été pratiqué, mais comment c'est perçu par la masse. Je crois que c'est ça qui revient ici par ce qui est ramené sur la place publique, notamment en termes de réaction par nos évêques, par l'Église sur le continent. C'est la question de qu'est-ce qui est accepté dans nos valeurs et dans nos cultures. Est-ce que cela est accepté? Que ça a existé ou que ça n'a pas existé, c'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce que nos sensibilités ressentent sur le sujet? C'est un désaccord. Et donc, c'est des éléments dont il faut tenir compte. Juge Brenda Boukma, quel est ce document qui suscite tant l'émoi au sein de l'opinion? Ce document qui, pour beaucoup, entre un peu en contradiction avec les réalités africaines. C'est même pas un peu en contradiction. Le document a été porté par le dicaster donc sur la doctrine de la foi. C'était un dicaster très stratégique au niveau du Vatican. Je pense que l'ancien pape Benoît XVI avait présidé ce dicaster-là. Et c'est un dicaster de tous les enjeux. Donc les grands sujets de l'heure, ils sont débattus. Et il est revenu d'ailleurs que certains cardinaux, très réticents sur ces questions, ont été relevés de ce dicaster par le pape actuel. Ça fait partie des reproches qui ont été formulés. Donc, voici effectivement ce document-là, qui pose effectivement un débat de fond. Mais naturellement, il y a de la... Ce n'est pas seulement en Afrique. Ce n'est pas seulement en Afrique. Les marches en France contre le mariage pour tous a mobilisé combien de personnes? C'est plus de 1 million. Pour dire qu'ils ne veulent pas l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, sous François Hollande. Parce que la France a tardé d'ailleurs sur ces questions, parce que le Parti socialiste a duré avant de venir au pouvoir en France. Vous prenez en Europe, la plupart des pays qui ont réglé ces questions sont gérés par des socialistes. Et tout le monde savait que le jour que ça va être des socialistes qui vont prendre le pouvoir en France, ces questions-là également seront mises sur la table et puis ils vont passer à autre chose. C'est ce qui a été fait sous François Hollande.
Maria pour tous, euthanasie et tout, ils sont allés à... C'est parti à vive allure. Donc il y avait une opposition farouche de la rue, mais comme la majorité se décide au niveau de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas majoritaire là-bas, ça peut pas y aller. Aux États-Unis, c'est pareil. Les républicains, les démocrates. La dernière fois, effectivement, notre invité disait que quand on voit le projet, c'est beaucoup plus porté par les républicains américains, par les sénateurs conservateurs américains qui se battent et qui soutiennent les pays, même en Afrique, contre. Non, ce n'est pas forcément ça. Non. Il a même rappelé que ça existait, mais dans certains cas de pratique ou d'initiation. Donc quand ça des pratiques liées à des initiations, à des rituels, on ne peut pas sortir revendiquer ça comme un mode. Vous avez été initié dans le bois sacré à la sexualité, on vous a initié, on vous a montré ça, c'est fini. Vous ne pouvez pas venir devant les anciens du village à dire que c'est mon chéri ou c'est ma chérie, nous sommes venus vous présenter la dot. Il y a un problème. Ces pratiques, même les rituels, il y en a qui pratiquent de la zoophilie. Mais ça, c'est lié à des quêtes de pouvoir, soit pour l'argent, ou pour le pouvoir politique, ou bien pour gérer quoi, ou bien vous appartenez à une société secrète. Parce que l'Afrique aussi a ces sociétés secrètes qui font ces pratiques-là, mais pour les questions de pouvoir. Mais on ne peut pas revendiquer ça comme un mode, de dire, bon, voilà, il faut... Non. Puisque pour des questions de domination, de se protéger, il y en a qui sont prêts à tout. Et donc, il y en a qui rentrent dans les sociétés secrètes, et après, il y a ça comme instrument de domination et d'asservissement de l'homme pour les questions d'hierarchisation. Donc, ces rituels-là, ça, en ce moment, on les appelle des rituels. Donc, mais ce qui pose débat aussi, c'est que c'est l'homme et la femme. Et Dieu a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Comment deux messieurs peuvent se multiplier et puis remplir la terre? Donc, il y a une opposition à la parole biblique et c'est clairement dit dans cette même Bible que ce n'est pas possible. Alors que quand il y a de la contradiction, les gens se réfèrent aux documents. Que dit la Bible là-dessus? Oui, c'est pourquoi ça soulève de la controverse, puisque sur ces questions, la Bible est claire. On parle tout de même du Vatican qui a émis ce document et qui n'est pas censé ignorer cette même Bible dont vous faites référence. Oui, c'est là où vous faites erreur. Il ne faut pas confondre les organisations, parce qu'une religion, c'est une organisation avec un code à l'intérieur, avec des éléments d'organisation sociale, politique et économique à l'intérieur. Donc, la force d'une religion, la qualité d'une religion, la déviance d'une religion également tributaire de la qualité des hommes qui l'animent. Là, il ne faut pas concevoir la face. En fonction des hommes, de la qualité des hommes qui l'animent, en fonction même des convictions idéologiques et ou politiques des gens qui l'animent, les choses peuvent prendre une autre tournure. Vous prenez l'Église catholique, vous prenez les papes, en fonction des convictions de certains papes, vous allez voir que beaucoup de choses ont évolué. Contre le mur de Berlin, le pape Jean-Paul II a pris une position. Contre le communisme, l'Église a pris une position. Ça, c'est une position politique. Le lien entre le religieux et le politique est très fort. C'est dans l'espace français, pour ne pas dire francophone, que ça a été clairement éclaté en 1919. Sinon, il y a toujours un lien entre l'État et la religion. Parce que Laurent Bado l'a dit, ce sont les deux ailes d'un même oiseau. Celui-là s'occupe du temporel et lui-là s'occupe du spirituel. Et donc, parce qu'un homme a vocation d'être équilibré sur le plan temporel et sur le plan spirituel. Mais maintenant, Bado dit également qu'il faut les unir sans les confondre, les distinguer sans les séparer. L'Église orthodoxe est annexée au pouvoir russe. Le roi marocain est en même temps un leader religieux. En Arabie Saoudite, l'islamisme, la religion islamique est tellement liée au trône. Quand on présente le trône, on présente le chef de l'État, le roi saoudien, on annexe ses pouvoirs religieux. On annexe ses pouvoirs religieux. En Afrique, le chef traditionnel est en même temps un chef religieux. C'est le Ghana. C'est vrai qu'il y a un chef de terre pour d'autres questions, mais le chef traditionnel est en même temps un symbole politique et un symbole religieux. Il y a toujours le lien. Donc il y a une organisation sociale qui va avec et qui, jusqu'à l'accoutrement,
On dit, bon, si vous appartenez à telle religion, vous devez vous habiller comme ça. Les femmes doivent vous habiller comme ça. Il y a tel interdit alimentaire. Ça, c'est une organisation sociale à l'intérieur. Et on dit, même pour les questions économiques, vous ne devrez pas percevoir cela, vous ne devrez pas percevoir cela, vous ne devez pas épargner avec tel taux. Comment on appelle ça? L'usure est interdite. C'est religieux. Ça va jusqu'à l'organisation sociale, politique, économique et même dans le quotidien des hommes. On vous dit, bon, comme vous êtes de telle religion, vous ne pouvez pas vous marier à X de telle religion. Ça va jusqu'à ça. Mais ça, c'est une organisation à l'intérieur. Mais maintenant, effectivement, la foi, c'est avec Dieu directement. Donc, il y a la qualité des hommes, il y a les déviations des hommes qui peuvent effectivement, comment on appelle ça, impacter. Si vous prenez les grands États, vous regardez, il y a toujours un lien entre le pouvoir religieux et le pouvoir temporel. Prenez la couronne britannique. La couronne britannique, c'est tout un symbole. Qui intronise le roi, comment on appelle ça, britannique, ou la reine britannique? Mais c'est l'archevêque. Donc, il y a eu des schismes. Donc, sincèrement, c'est ce qui fait que ça pose véritablement problème. Mais je n'ai pas dit que le Vatican n'est pas animé par des hommes de qualité. Mais il y a aussi parfois les égarements de certains cardinaux ou de certains papes. De l'histoire de l'Église catholique jusqu'à maintenant, qui ont fait qu'à un moment donné, on passe à gauche ou à droite. Mais regardez, même les cardinaux sont divisés sur la question. Justement, et c'est là où on va finir avec le sujet. Est-ce que dans la déclaration des évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger, est-ce qu'il y a une condamnation claire qui déjà est sortie? On termine avec vous avant. Non. Une dernière réaction aussi. Okay. Non, elle n'a pas demandé, elle a demandé seulement, elle a rappelé que la doctrine de l'Église catholique sur le mariage ne change pas. L'Église ne bénit pas les couples irréguliers, l'Église ne bénit pas les mariages de même sexe. Ça, c'est clairement exprimé. Mais maintenant, par rapport à la décision actuelle, elle a dit d'attendre sereinement, de rester ferme et serein, qu'il y a une autre déclaration qui va suivre. J'ai même appris que le président du symposium des évêques d'Afrique et de Madagascar a demandé aux différentes conférences épiscopales d'envoyer des déclarations pour en faire une déclaration unique. Mais en même temps, la conséquence, c'est que ça relance le débat dans l'Église catholique sur les couples polygames. Vous avez des polygames qui ont embrassé la religion après que monsieur soit devenu polygame. Il était d'abord polygame avant d'embrasser la religion. On lui dit, vous choisissez une femme avec laquelle, en général la première, vous dites que c'est elle l'épouse officielle, vous faites un mariage, là quand vous êtes décédé, votre corps est digne de rentrer à l'église. Sinon, ça ne rentre pas quand vous serez décédé. On va venir faire le rite pour l'enterrement, mais le corps n'a pas le droit de rentrer à l'église catholique. Est-ce que donc, ça dans le cadre de... oui. Le document parle de situation irrégulière. Est-ce que cela entre dans ce cadre-là? Bon, comme ça n'a pas été précisé, mais en Afrique, il y a beaucoup d'évêques également qui s'interrogent. Je ne parle pas de ceux qui se sont débrouillés après leur mariage, qui ont eu des maîtresses et finalement qui est polygame de fait. Je parle de celui qui était polygame avant de rencontrer la chrétienté. On lui pose une question, on lui pose des conditions qu'il ne connaissait même pas avant de venir. Et vous lui dites de faire le choix entre ses épouses pour venir présenter. Il les aime tous. Il fait quoi? S'il dit qu'il ne peut pas, on dit, bon voilà la condition. Tu n'as pas droit au baptême, on peut te bénir. Tu suis la catéchèse, tu auras la bénédiction, mais voilà où ça s'arrête. Ça, c'est l'organisation des hommes. Donc, maintenant, en ce qui concerne les couples irréguliers, comme ça n'a pas été clairement dit, sinon, il y a les clés, c'est clair qu'il y a les polygames là-dedans. Mais en Afrique, c'est aussi une préoccupation. Je dis bien pour ceux qui ont embrassé la religion en étant déjà polygames. Et parmi ces polygames, il y a des enfants. Il y en a qui ont des prêtres, qui ont des fils comme prêtres, qui ont des fils comme évêques. On fait quoi? Donc, il y a ça, c'est un débat qui est par exemple posé. Mais en même temps, en conclusion, la réalité aussi, c'est que la religion est aussi un instrument de colonisation ou d'asservissement. Il faut avoir le courage de le dire. Tant que ça a été importé, l'importateur peut à un moment donné changer le contenu du produit ou ajouter des choses. Ça aussi, il ne faut pas qu'on se voie à la face. Il y a ce débat-là aussi qui permet d'interroger tout ça. Et c'est très important. On va justement terminer avec cette conclusion qui est très importante. Est-ce que vous êtes d'avis avec le juge Boukma sur cette conclusion-là? Bon, moi, c'est pas trop la conclusion. Vous savez, on est en train de parler des décisions d'une église et ceux qui la dirigent. Maintenant, moi, j'ai dit, quand je reviens au cas nigérien,
au cas nigérian, ce qui est mis en face, il ne parle pas seulement que de la culture, il ne parle pas seulement que des lois du pays, il parle aussi de l'enseignement même de l'Église. Donc ils se mettent même dans l'interprétation des textes et dans des écrits en contradiction avec le pape lui-même. Donc c'est un débat sémantique qu'ils sont en train de poser de façon profonde sur un acte qui est posé en relation avec ce qui est la boussole pour tout le monde, c'est-à-dire les Saintes Écritures. Donc là, on est encore à un autre niveau, pour moi, de rétoquer les interprétations du pape par rapport à ce qui est possible. Maintenant, même pour aller plus loin, parce qu'on parle de l'Église catholique, on peut parler même de l'Église de façon générale, on se rend compte que très souvent, ce à quoi on est en train d'arriver, c'est qu'une culture, des valeurs d'une communauté peuvent s'infuser et passer par des canaux, vouloir être imposés comme étant des valeurs qui doivent être universelles et qui doivent être acceptées de tous. Quelquefois, c'est ça. Et même parmi ces canaux-là, la religion peut y contribuer. Je pense que c'est ce dans quoi nous sommes. Sinon, pour revenir au cas de la polygamie dont parlait Bernard Bougouma, moi, j'en suis pas forcément un défenseur ou quoi que ce soit. Mais ce qui serait plus facile même à accepter, ce serait la polygamie, puisque quand vous prenez, il y a plein de cas de polygamie parmi les serviteurs de Dieu. Et même, par moments, ceux qui, pour avoir été, je prends le cas de Job, pour avoir été fidèles à Dieu, ont perdu leurs enfants et leurs femmes, Dieu leur a donné plus d'enfants et plus de femmes. Mais c'est la chose qui est là, c'est la chose qui est criminalisée d'ailleurs. Maintenant, ce sur quoi il y a un écrit qui dit clairement que ce n'est pas possible, ça, on dit non. On peut, dans une certaine mesure, bénir. Donc, comprenez les contradictions. Maintenant, dans tout cela, je dis, pour revenir au cas africain, nous sommes dans des croyances qui tiennent compte de valeurs, qui tiennent compte d'éléments qui sont identitaires à nous et qui font que dans nos sociétés, il y a des éléments qu'on n'accepte pas jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ça ne va pas nous l'être imposé, fut-il par les religions ou par certaines décisions de la papauté. C'est là où il y a, quoi qu'on dise aussi, ceux qui gèrent les églises catholiques sur le continent sont obligés de se positionner, soit en contradiction avec les valeurs qu'ils savent partager par leurs ouailles, soit d'une autre façon, mais c'est sûr que ça ne sera pas simple. Point final pour cette deuxième audience de votre émission, le tribunal de l'actualité. Le tribunal, justement, renvoie le troisième sujet sur le Niger qui a décidé de suspendre sa coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie et donc renvoyé pour la prochaine convocation. Merci, juge Bernard Bougouma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Geoffroy Vara, pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs qui nous avez suivis. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.